Ce soir, j'accueille Marlon du groupe La Femme. Salut Marlon. Salut Mouloud, ça va ? Bienvenue sur Europe 1, très content parce que je suis un grand fan de La Femme depuis très longtemps. Ah bah merci. Click est né presque en même temps que La Femme. En tout cas, on a démarré presque en même temps. Ouais. Et vous faisiez partie des premières personnes à être venues chez Click. Et je suis très fier et admiratif du parcours. 3e album s'appelle Paradigme. C'est sorti en avril dernier. Une réédition est sortie en octobre dernier. Vous êtes actuellement en tournée en France. Vous serez au Zénith de Paris le 21 mai 2022. Vous êtes également en tournée mondiale, New York, Seattle, Los Angeles, malgré le Covid. Ouais. Ce qui est quand même un exploit. Bah ouais, c'est cool. Hein. Apparemment, les Américains maintenant sont un peu laxistes. Ils vont plus prendre de mesures. Je crois que c'est assez marche là-bas. Depuis toujours en fait. Ouais. Après, ils ont quand même essayé de fermer des trucs au début, mais je crois que maintenant, ça part quoi. La Femme, il faut toujours le répéter, c'est pas une femme, c'est un groupe avec des voix féminines, des voix masculines, des artistes, des performeurs qui sont réunis. Et au centre de La Femme, c'est toi, Marlon et Sacha. Voilà, c'est ça. Alors, la rencontre s'est faite au Pays Basque, à Biarritz, du surf, du skate voilà. Et de la zik. C'est ça. La vie, quoi. Ouais, la vie. Et des chipirons. Ouais. Alors, raconte-moi. Bah voilà, moi je suis arrivé, ma famille est originaire du Pays Basque et après je suis revenu vers 9 ans. Et là je l'ai rencontré à l'école primaire, on est devenus copains au collège. Et puis lui il était très fort à la guitare. Je me rappelle, il avait un groupe qui faisait des reprises de Nirvana, de Jimi Hendrix et il jouait à 11 ans derrière la tête et avec les dents, avec sa strat comme Jimi Hendrix. Malheureusement il le fait plus maintenant, mais je lui demande tout le temps de le faire. Mais il est là en mode non, ça fait pitié et tout, mais voilà quoi. Et puis petit à petit, moi je faisais surtout du clavier de mon côté, et puis vers 13-14 ans, on a commencé à faire de la musique ensemble. Et là, ça a été la découverte de GarageBand. Et là, logiciel gratos. Du gratos. Et en fait, moi, par exemple, j'étais assez bon en piano, mais j'étais pas un virtuose qui pouvait faire une carrière en tant que pianiste. Mais par contre, j'ai découvert mes talents de compositeur via GarageBand. Donc, on a commencé à faire des morceaux, s'envoyer des tracks. Et puis après le bac, on s'est dit qu'on allait créer un groupe de rock. Et ce qui est drôle, c'est marrant que tu me parles de GarageBand parce que pour moi, La Femme, c'est un groupe de rock digital. C'est pas un groupe de rock électronique. C'est ça. Ouais. Plein de gens disent c'est entre le rock et l'électro, mais pour moi, c'est vraiment il y a l'aspect d'une vraie création artistique, c'est avoir une espèce de collage tout le temps, où ça joue tout le temps sur les effets, sur des boucles, des trucs dans tous les sens. Comment est-ce que toi, t'as appréhendé cette façon de faire du rock ? Parce que le rock, c'est comme quelque chose de très organique, et toi, t'arrives à faire de l'organique avec des machines. Et justement, en fait, on a commencé avec un groupe de rock, on faisait du rock années 60, orienté twist, yéyé plutôt, qui s'appelait SOS Mademoiselle. Et puis là, on a commencé à découvrir vers 2007-2008 la synthwave française, la cold wave, Elie Jacquenot, Marie les garçons, les compiles bip de Born Bad, et on a incorporé le synthé. Et puis comme chez nous, on n'avait pas des moyens de fou, on prenait les boucles de GarageBand, on faisait des boucles aussi parce que même des fois, on voulait pas jouer la même boucle pendant des minutes. Et puis comme on venait du rock aussi, on faisait des boucles de 4 accords et c'est venu comme ça. Et il y a un moment, on a réussi à trouver notre son en faisant un espèce de cocktail de tout ce mélange-là. Par contre, faut savoir qu'en live, il y a aucune bout d'instrument préenregistré et tout est vraiment fait en live sans clic. Les arpégiateurs, on les joue à la main. Wow. Donc ouais, c'est super relou des fois. Surtout, ce qui est super relou, c'est que ce qui caractérise chacun des morceaux de La Femme, c'est la progression. Ouais. Il n'y a pas un morceau qui termine comme il a commencé. Ouais. On est quand même à une époque où la musique, c'est tout l'inverse. C'est une boucle qu'on nous répète avec maximum un pont et un changement d'instru. Et vous, c'est un truc très qui progresse tout le temps, quoi. Ouais, bah avec une boucle, par contre, des fois, il y a la boucle de A à Z vraiment, mais par contre, oui, il va y avoir des paliers différents, des lignes mélodiques dessus, et là, on va avoir sur des bases très simples, on va mettre des arrangements complexes. Est-ce que les jeux vidéo fait partie des influences? Pas vraiment, parce que très tôt j'étais pas non plus à fond dans les jeux vidéo, mais quand même ce son de musique un peu 8 bits, on adorait quoi. Mais la musique de Tetris, épique, quoi. Ouais, et puis le côté un peu 8 bits à l'ancienne, cette texture, je sais pas, ça nous rappelle même la nostalgie des années 80-90, c'est pas mal quoi. T'as fait des études de musicologie? Ouais, 2 mois. Je suis bac plus 2 mois. Mais c'était vachement intéressant quoi. Franchement, j'ai adoré, c'était trop intéressant. Mais moi aussi, je suis bac plus 2 mois. Hein. Ouais, toi aussi. Ouais. En vrai, c'est le mieux. Mais après, heureusement, j'ai eu l'éclair de génie de me rendre compte que il fallait mieux que je travaille chez moi mon propre projet plutôt qu'avoir un diplôme de musicologie et apprendre tous ces trucs super intéressants. Mais à un moment, il faut se spécialiser dans ce qu'on veut faire et le faire quoi. Bah, c'est ce qu'avait dit Dr Dre à son prof de musique. Il a dit: est-ce que t'as déjà fait un tube? Non. Ouais. C'est quoi pour toi un tube?
Ouais, justement, c'est super compliqué parce que pour moi un tube en fait c'est un morceau avec un niveau d'une grande pureté, un truc d'une très très bonne qualité. C'est un peu comme un super morceau de jambon, une sorte de pâte à negra. Je connais pas, mais ça a l'air incroyable. Ouais, ou une sorte un super bœuf, Nutella. Ou, tu vois, Nutella. Après on peut pas dire parce que c'est quand même industriel à la fin. Mais Nutella, on va dire, vous savez quoi, c'est comme là le morceau. Là par exemple, il y a un super truc un peu mainstream que j'ai adoré, c'est Sikai. Ouais. Tu vois ce morceau, très bien. Finalement c'est du Nutella, c'est bon, c'est bon et c'est mainstream. Ouais. Mais bon, après tu peux aller plus loin. Mais voilà, c'est des bonnes comparaisons. Après voilà, il y a des morceaux comme I Feel Love, Blue Monday, c'est des vrais tubes. Je pense qu'ils ont été quand même. Blue Monday a réussi à être mainstream, non, à un moment ou pas? Et on s'en lasse pas. Ouais, on s'en lasse pas. Donc voilà, Bob Marley a fait des grands tubes. Après il y a des trucs moins connus, comme par exemple Rectangle de Jacques No. Je pense que c'est un tube. Voilà quoi. C'est un peu comme le nom de cette émission, une verveine underground. Ouais, Take a Walk on the White Side, qui est un super tube. C'est compliqué la définition des tubes. Moi des fois en fait j'ai l'impression que c'est que des tubes ce qu'on fait, mais en fait ça n'en est pas. Et puis après tu tombes de haut. Moi pour moi ce que vous faites c'est que des tubes. Ouais. Après tu vois il y avait tubes justement, c'est ce que je disais là avec cet album, c'est que j'avais l'impression qu'on avait que des singles parce que vraiment c'était que des morceaux. On a pris le machin, mais c'est vrai que en fait il y en avait aucun qui était aussi fort que Seven Nation Army. Et ça c'est un vrai gros tube d'un côté. Donc en fait il y a tube et tube finalement, tu vois. C'est pas un tube, c'est une ogive. Ouais, c'est une ogive, mais c'est pour ça que je me suis mis en question et je me suis dit non, en fait, tant que j'ai pas un deuxième seconde Army, finalement, en fait, j'ai pas fait de tube et donc voilà quoi. Après, c'est bien de croire en soi aussi. Mais quand on a cette ambition, est-ce qu'on arrive à faire de la musique sans pression? Parce que souvent les plus grands tubes, les mecs te disent non mais on a déconné, ça s'est fait en 5 minutes. C'est vrai que c'est compliqué des fois. Alors par contre quand tu crées ta musique c'est sans pression, mais une fois qu'il faut passer au stade de finir les paroles et faire la structure, c'est là où tu te prends la tête. La réalisation. Et justement c'est là où je vois avec le temps, j'écoutais là dans l'émission que t'avais fait avec Gaspard le truc sur l'innocence etc. Et c'est vrai que tu la perds clairement avec le temps en fait. Et tu te dis tiens mais en fait il faut faire une structure équilibrée. Tiens mais non il faut faire un refrain 2 fois parce que c'est un morceau et c'est là où tu commences à te formater quoi. Pour moi ce que vous faites je vous jure hein, c'est tube. Ah bah genre, c'est les seuls trucs que tu peux laisser tourner comme ça. Ça fait plaisir. Mais en fait c'est une question, je te jure hein, je pense que c'est à la fois une question de canal, tu vois, que les gens se le prennent en fait. Ouais, quelqu'un qui est attiré par cette gravité, ce champ d'influence, de degrés. Ouais, enfin, c'est ça quoi. Juste que les gens se prennent ça dans la tête et que tu vois comme Kavinsky qui faisait quand même de la pour le coup c'était de la musique de jeux vidéo en vrai. Ouais. Il a fallu que ça soit dans 4 pubs et ça y est tout le monde se l'est pris. Des fois c'est même horrible et là c'est ce qui nous est arrivé récemment avec Elle ne t'aime pas. On parlait de la notion d'un tube et souvent ça tient à l'exposition. Ouais. Il suffit que par exemple des gens partagent en masse la musique de la femme et je les invite à le faire pour qu'on réalise que c'est une collection de hits en fait votre travail. Non, c'est exactement ça. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a récemment sur TikTok, il y a un morceau qu'on a sorti il y a 5 ans, Elle ne t'aime pas, qu'un influenceur a mis parce qu'il venait de se faire larguer. Et pardon. Ouais, mais ça arrive à tout le monde, frère. Ça arrive à tout le monde. Il faut écouter le morceau. On est avec toi. Devenez amis au moins. Ouais, mais c'est pour ça que et ça en fait bizarrement, ça nous a mis une espèce de code. Tout le monde l'a repris et ça a repropulsé le morceau dans les charts. Et aujourd'hui, c'est notre morceau qui est le plus streamé de tout notre catalogue, alors qu'il avait été un peu laissé de côté. Donc c'est fou. En fait, il suffit que quelqu'un arrive avec une baguette magique et disent ça c'est un tube. C'est pour ça qu'à la fois la définition d'un tube elle est vraiment grande et spéciale parce qu'en fait presque n'importe quoi mais non plus peut être un tube. Mais il y a aussi une question d'adaptation à l'époque en fait. Quand on prend à l'époque des émissions sur Europe 1 comme Salut les copains, c'était une génération qui venait à l'époque des yéyés ou du twist ou de cette génération là. Aujourd'hui ça se passe sur les réseaux. Le rap c'est la musique qui a le mieux compris, qui s'est adapté le plus vite au streaming, au réseau et à tout ça. On a l'impression que dans le genre musical que pratique la femme, très peu d'artistes encore s'y sont mis en fait. Il y a quelque chose à craquer. Mais, je sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression quand même depuis ces 10 dernières années sur YouTube avant tout le monde. On est un peu plus, les gens sont quand même un peu plus allés sur la musique française, les synthés, les sonorités un peu plus indie entre guillemets. Donc oui et non quoi, mais en tout cas nous on n'a pas fini d'exploiter, on a encore plein de choses à dire du projet quoi. Parce que c'est de la musique mais également beaucoup d'images pour vous. Ouais, beaucoup d'images, un univers en fait, c'était ça aussi qui nous fascinait à l'époque, c'est les artistes qui ont des vrais univers de A à Z. Voilà quoi, donc on aimerait bien
reproduire ça, mais surtout même au niveau de la musique, on a vraiment beaucoup de morceaux parce que nous on rentre jamais en studio en se disant on va enregistrer un album, on enregistre tout le temps des albums et il y a un moment on se dit bon allez là il faut sortir un album, on va prendre quel morceau pour faire un super album et voilà. Mais là justement on voulait décliner une série de mini-albums où ce serait des albums à thème, donc il y aurait l'album admettons sonorité plutôt turque, arabisante on s'était dit tiens pourquoi pas faire l'EP Croissant Fertile, tu vois, pour rigoler, pour dire c'est un peu toute la zone voilà de la Méditerranée. Après il y a un EP par exemple western, un EP de musique aquatique, on voulait faire aussi un EP Archiva Space Vishnu avec tu vois de l'électro world un peu vénère aussi. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Je conseille si tu peux retrouver cette émission, j'imagine que t'aimes bien l'émission Striptease. Ouais, carrément. De regarder l'épisode avec Claude Chal, qui est tout simplement incroyable. Et ça, je pense que ça peut vous inspirer pour ce que vous voulez faire. En ce moment, qu'est-ce qui procure le plus de plaisir dans la création ou dans ce job que de faire partie du groupe La Femme, du binôme La Femme? Ce qui est bien, c'est qu'un peu à la manière d'un boulanger, on fait le pain qu'on aime, donc on est content en fait de suivre cette aventure. On est à la fois nos premiers fans et là en fait donc on peut tout écouter, tout choisir. On fait le groupe qu'on aurait aimé qu'il existe finalement, donc c'est cool. C'est une espèce de travail vacances. On travaille très dur, à la fois on prend du plaisir et on fait ce qu'on aime dans la vie et c'est génial en fait. Donc c'est une chance incroyable quoi. Et le fait d'avoir un groupe protéiforme comme ça, où tous les contours sont un peu flous. Je vais faire une comparaison avec un autre groupe qui était le Wu-Tang. On connaissait 9 membres du Wu-Tang, mais en fait ils étaient 300. À chaque fois il y avait des nouveaux mecs qui se revendiquaient Wu-Tang. IAM a fait un morceau avec des mecs du Wu-Tang qui étaient pas du Wu-Tang. Ah ouais, j'adore. Et il y a plein de gens qui disent je suis dans La Femme mais je suis pas dans La Femme, j'ai chanté avec La Femme mais je suis pas La Femme. Les deux mecs du groupe La Femme sont pas des femmes. Ouais, non carrément. Wu-Tang c'est une énorme influence et même dans le son de La Femme en fait on dirait pas, mais il y a plein de sons qui étaient influencés parce que nous-mêmes on avait le goût pour la soul music et tous ces trucs là et en fait des fois on composait notre musique comme des samples en fait. On l'a enregistré de A à Z, mais on voulait qu'elle sonne comme un vieux sample en fait, une boucle en fait, et ça a été vachement dans notre travail de créer en fait des samples à nous qui sont les nôtres mais qui sonnent comme des vieux samples. Et puis au-delà de la boucle, l'autre comparaison avec le Wu-Tang, c'est le grain. Vous avez un grain de son qui est tellement précis en fait. Est-ce que ça fait partie précis de la recherche? Ouais, et c'est pour ça que les albums prennent 3 ans, c'est parce qu'au niveau de la précision, les albums mettent 6 mois à être mixés, les masters, des fois on en fait plusieurs, chaque automation est calculée, tout sera calculé en fait dans l'album, il y a rien de spontané en fait comme les lives, mais c'est beau aussi parce que du coup, grâce à ces outils-là, on peut se rapprocher de la perfection et faire qu'on a un produit de qualité à la fin qu'on va pouvoir écouter dans le temps et toujours en être fier. Et quand je réécoute les premiers albums, j'ai aucun problème et je suis vraiment content, et c'est ça aussi qui est magique aussi, je trouve, c'est une fois qu'on a fini un truc, qu'il est gravé, qu'on peut l'écouter, on se dit qu'on a mis une pierre dans notre histoire et qu'on est un peu plus tranquille quoi. Et puis il y a aussi ce rapport avec des sonorités d'avant. C'est-à-dire que pour filer encore avec Reza, le producteur du Wu-Tang, c'est que lui il prenait beaucoup de sonorités de la soul, ce qu'on appelait la Shaolin Soul, qui était beaucoup plus dissonante et beaucoup plus mélancolique. Et il disait, moi je crée le futur avec la musique d'avant. Ouais. Il avait une démarche en fait extrêmement futuriste. Ouais, nous pareil justement, on est beaucoup été dans le passé en fait tout le temps. Moi j'étais rockabilly, surfeur, punk, etc. Enfin plutôt rock, mais à un moment basque avant tout. Ouais, basque avant tout, corse, kabyle, belge, beaucoup d'influences aussi, du sang quoi, incroyable. Mais non, je pense que on a vraiment de la chance avec le recul d'habiter en 2020 parce qu'on a YouTube, on a Internet et on peut fusionner toutes ces trucs là avec des super synthés. Maintenant en fait on s'en fout d'avoir des vieux synthés de l'époque parce qu'on a des super synthés qui reprennent les sons d'époque pareil voire mieux et qui rajoutent des effets etc. Et il faut vraiment prendre passé et modernité, la coupler, faire un mélange et là on arrive sur le son du futur. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire j'habite en 2020. La plupart des gens se géolocalisent, toi tu t'es historico-localisé. ouais parce qu'après moi je suis citoyen du monde donc voilà, mais là en ce moment Marlon il est en 2020 quoi. Ouais, on est en 2022 mais c'est cool. Oui c'est vrai, ouais, excuse-moi. Non, mais c'est les années 20. C'est ça qui est beau d'ailleurs. On se refait les années 20, quoi. Ouais. Mais moi, je parle souvent des années 20 quand je vois des trucs assez forts. Je dis, ça y est,
artistiquement, on est en train d'entrer dans les années 20. Ouais. Parce que les années 10, on peut maintenant parler des années 10. C'était un peu des années de trouble. Mais en fait, je vais te raconter, moi j'ai beaucoup philosophiquement réfléchi à ce point de vue, et dès les années 10, j'ai toujours dit dans les interviews, on a un groupe des années 10, et en fait, déjà, années 10, c'était bizarre, ça sonnait pas, tu vois, c'est pas les années 80, c'est direct, arrive les années 10, et il y a le choc en mode quoi, mais 1910, parce qu'on arrive dans un nouveau siècle, donc on n'est pas réhabitué à réutiliser, tu vois, bientôt les années 70, ce sera plus les années 70 de 1900, quoi. Et en fait, il y a aussi une part de recul. En fait, même quand on était dans les années 2000, on disait, ah, c'est pourri les années 2000. Les années 90, moi, je me rappelle, on disait, ah, mais c'est pourri les années 2000, les années 90 dans les années 2000. Et là, maintenant, on est là, c'est génial. Les années 90, tout est génial. Pareil pour les voitures. Je pense qu'à un moment, la Twingo va devenir aussi iconique que la 4L. Ouais. Et à un moment, on va se dire, putain, il a une Twingo, c'est fou. Et il y a plein de choses comme ça qui sont assez drôles. Et je pense qu'il faut du recul pour se dire, 10 ans après, waouh, c'est ouf. Comme par exemple, j'ai réécouté Vita et Diams. A priori, c'est pas du tout ma cam, mais là, j'étais là, c'est du pur génie ce morceau en fait. Et j'étais là, ouais, c'était ça les années 2000. Et je me dis plus tard, en fait, on va vraiment écouter ça en mode c'était du bon son. Donc je pense qu'il faut vraiment resetter notre cerveau et on peut changer parce que plus les années passent et plus on a conscience. Donc là maintenant, on va commencer à avoir conscience des années 10 et on va comprendre qu'en fait elles étaient assez ouf les années 10 et il va se passer plein de choses. Mais pour ça, il faut qu'on avance dans le temps, quoi. Et quand on est aussi productif, est-ce qu'on arrive à mettre à quantifier son œuvre en fait? On se dit, je la regarderai plus tard. C'est bien de la regarder plus tard, mais de temps en temps, moi j'aime bien regarder justement tous les clips, me faire l'album, réécouter quelques années plus tard, et c'est des beaux moments. Et puis on se dit ah bah c'est cool quand même, on a fait des trucs bien, enfin, et ça donne du courage pour se dire faut faire la suite, quoi. Parce que dans la première heure de l'émission, on a repassé Où va le monde. Ouais. C'est une question qu'on peut se poser à toutes les époques et qu'on a toujours envie de te poser en ce moment. Où va le monde? Parce que ça, c'est un morceau intemporel. Vous avez fait un classique avec ce morceau. Non, c'est vrai. Bah, c'est notre but aussi à la fois de faire des morceaux intemporels. Même si on est années 10, années 20, etc. On a envie il faut pouvoir écouter la musique tout le temps, comme quand on écoute les classiques de Gainsbourg ou Bob Marley, quoi. Le monde, bah, il tourne. Il y a des comme chaque décennie, il y a des super choses qui se passent et il y a des très mauvaises choses qui se passent. Donc voilà, quoi. Je pense que... Parce que on parlait entre les morceaux de la naïveté dans la musique. Où va le monde, c'est une question ultra naïve. Ouais. C'est important cette naïveté pour qu'une chanson reste intemporelle. Imagine de John Lennon, c'est ultra naïf. Et ça reste un des morceaux les plus subversifs pour plein de gens. Après, je suis sûr qu'il y a des morceaux pas naïfs qui sont super intemporels, non? Quoi? Je sais pas, Take a Walk on the White Side, est-ce qu'il est si naïf que ça? Ouais, après il est si naïf, c'est deux accords. Ouais, quoi. Ouais. Mais peut-être, c'est une vaste question. Le sexe et la musique, ça va souvent ensemble. Ouais. La musique de la femme, c'est une musique, on peut le dire, très érotique. Ouais. Comment est-ce qu'on incite les gens à faire l'amour avec sa musique? Est-ce qu'il y a une réflexion chez vous? Non, il n'y a pas de réflexion. Je pense que c'est assez spontané. En tout cas, il y a plusieurs manières. Ça peut être avec des morceaux calmes. On l'a vu avec dans l'histoire avec Je t'aime moi non plus, qui est un super morceau, je pense, pour faire l'amour, très calme et posé. Et des fois, ça peut être aussi le boogie woogie. Et je crois que il me semble que par exemple le boogie woogie, le swing, le rock, ça vient de justement ces déhanchés de danse un peu sexuelles. Et ça a commencé là justement. C'est pour ça qu'elles étaient interdites par les conservateurs à l'époque, parce que c'était un peu les danses du diable, etc. Donc même dans le rock, on peut avoir aussi ces déhanchés sexuels, quoi, à la fois donc par la douceur, mais aussi par la fermeté. En tout cas, il y a plaisir qui parle plutôt du destructeur, Divine Créature qui peu, où là carrément la soumission, être dépendant affectivement à outrance, etc. Je pense qu'il y a plusieurs facettes du qui sont retranscrits dans le... En fait, qu'est-ce qui ne parle dans la femme? Des fois ça parle juste d'amour, hein, et pas forcément quoi. Surtout on adore parler des ruptures en vrai, parce que ça nous est beaucoup arrivé dans le passé, donc mais là ça va ou pas? En ce moment ça va. Après il y a des fois ça peut toujours... T'es un grand ruptureur, toi? Surtout dans le passé, quoi. Là c'est vrai que ces dernières années elles étaient plutôt calmes, mais dans le passé j'ai pas mal été abonné à ça, quoi. T'es plus un mec qui s'en va ou un mec à qui on dit va-t'en? Avant c'était plutôt va-t'en, quoi, et abonné au va-t'en, quoi. Donc c'est pour ça, après, ce qui était cool, c'est que quand t'es abonné au va-t'en, ça donne de la force pour faire d'autres choses. Donc je pense que c'est ça aussi qui nous a aidé à faire notre art, quoi. C'était quand et quoi le pire va-t'en? Je crois que ça a été l'un des premiers va-t'en. C'était pas le premier, hein, mais c'était quand même l'un des premiers, mais c'était genre vers 15 ans.
Et en fait, ça faisait genre 10 jours que je sortais avec ma nouvelle copine. C'était une copine de colo que j'avais pas vue depuis longtemps et que j'étais toujours amoureux, mais c'était un peu compliqué, il s'était rien passé. Et puis là, on s'était enfin vu et c'était cool. On s'était revus une fois dans la semaine et puis on devait se voir la semaine d'après, le vendredi. Puis au moment où je l'appelle, pas de nouvelles. Et puis je rappelle le soir et pas de nouvelles. Alors je rappelle le lendemain et pas de nouvelles. Alors je rappelle l'après-midi et pas de nouvelles. Alors je rappelle le jour d'après et pas de nouvelles. Je rappelle 5 jours après et pas de nouvelles. Et puis je rappelle 1 mois après, pas de nouvelles. Et puis après je l'ai vue quelques mois plus tard à un concert de rock, alors qu'elle écoutait pas du tout du rock. C'est moi qui lui avais fait des premières compiles de rock et elle sortait avec un baby rocker. Donc voilà. C'est comme quand ta copine sort avec un DJ ou un photographe, tu vois. Tu peux rien faire. Ou un surfeur. Ouais, ou des trucs comme ça. T'étais là, bon bah voilà. Et donc voilà, ça je me rappelle. Le pire, c'est que quand c'est un mec tellement moins cool, avec des trucs que toi tu dis mais ça c'est trop bien et qu'elle les fait après, quoi. Ouais, aussi ça, ouais, carrément. Dur. Mais il y en a eu plein, plein. Après voilà, c'est une parmi tant d'autres, quoi. Et est-ce que t'es quelqu'un qui drague ou qui se fait draguer, toi? Je me fais pas particulièrement draguer, enfin ça arrive mais c'est rare. Et puis pareil, je drague rarement, je pense, je drague sans le vouloir. Après je suis pas enfin voilà, quoi. Peut-être plus charmeur que dragueur, quoi, on va dire, mais je sais pas. Parce qu'il y a quand même cette esthétique dans la femme. Et c'est dur de draguer en vrai des fois, tu vois. Ouais. Même des fois je me dis ah tiens, j'irais bien draguer une fille là, et puis j'ose pas y aller, quoi. Donc comment tu fais? Bah j'y vais pas. Et puis des fois j'y vais mais c'est maladroit, ou enfin c'est un peu truc. Et puis des fois en fait heureusement que j'y suis allé. Est-ce qu'il y a du charme à pas y aller? Peut-être, mais à la fin je pense qu'on accumule aussi de la frustration. Après il faut y aller dans le respect, bien sûr, tu vois, mais je pense que c'est bien aussi d'oser aussi des fois franchir le pas, parler, ça peut permettre de vaincre de la timidité, plein d'autres choses dans la vie aussi, même oser. Donc finalement des fois il faut mieux essayer que ne pas le faire. Je pense que le plus important c'est pas le succès, mais dans toutes les choses de la vie c'est juste essayer, quoi. Marlon du groupe La Femme, j'ai envie de te poser une question cobaladée. Est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste? Bah franchement ouais, et c'est une énorme chance d'être là, en fait. Je vois, parce qu'il y a certes beaucoup de travail, mais il y a aussi la chance, notamment là où tu nais, etc. Il y a pas mal de trucs, les gens que tu as rencontrés dans ta vie qui t'ont donné accès à des trucs d'inspiration, etc. Donc oui, c'est trop beau, on a de la chance, et c'est pour ça qu'il faut continuer à fond et se battre jusqu'au bout. Est-ce que ça tu le voyais dans tes rêves? Ouais. De faire des phrases d'américain à la radio. Putain, ouais, ça malgré moi, je suis un peu vendamien, en fait, et je peux pas m'en empêcher, quoi. Je pense que ça va être pire avec l'âge. Faudra que tu me réinvites plus tard, tu vas voir. Tu reviens quand tu veux, frère. Ça va pas s'arranger avec le temps, quoi. Qu'est-ce que toi tu vois dans tes rêves? Est-ce que tu t'en souviens de tes rêves? Pas toujours, mais des fois les rêves c'est fabuleux. En tout cas, si je peux donner un conseil, les gens qui ont des super idées avant de dormir, notez-les et allez pas rêver, en fait. Parce que le lendemain on oublie. Est-ce qu'il y a des rêves que t'as réalisés ou qui... Oui, ouais. Énormément, et je suis super content parce que c'est finalement, des fois j'ai l'impression que c'est le but de la vie, réaliser ses rêves aussi quelque part, au-delà de se reproduire et tout ça, c'est aussi réaliser ses rêves, quoi. C'est lequel rêve que tu rêves le plus de réaliser? Là maintenant, mon rêve c'est de finir tous mes morceaux avant de mourir et de les sortir. C'est mon plus grand rêve. C'est dingue de dire que finir tous mes morceaux avant de mourir, c'est comme si c'était des choses qui étaient en toi. Ouais. Tu devais sortir, en fait. Ouais, c'est ça. Tous tes morceaux, selon toi, ils sont en toi. Ils sont en moi, ou ils sont déjà enregistrés, je les ai pas finis, quoi. J'en ai beaucoup, et c'est dur de finir parce qu'on est perfectionniste, etc. Et on se dit, il y a des super morceaux, c'est dommage qu'ils soient pas sortis. Par exemple, Plaisir 15 qu'on a écouté, il a commencé en 2009. Parce que du coup, après la fac, en même temps, je voulais commencer à avoir un taf, donc je me suis dit, je vais faire des instrus de rap sur Internet et les vendre 30 € sur les sites. Donc c'est là où j'avais commencé à faire plaisir et influencer justement du Wu-Tang avec les espèces de violons qui arrivent, etc. De toutes ces instrus-là, je voulais faire des instrus à la Wu-Tang, et je suis resté un peu bloqué là-dessus, quoi. La Femme fait partie du fleuron de la pop française. Aujourd'hui, la musique qui est la plus pop, c'est le rap en France, la plus populaire en tout cas. Exactement, c'est vrai que c'est de la pop finalement. Ouais. Est-ce qu'il y a des univers qui peuvent se croiser, des collaborations qui pourraient arriver? Est-ce que toi, c'est un truc qui te ferait marrer? Ouais, grave, carrément. Si là tu devais dire, ok, je prends un rappeur américain, anglais, Eminem. Français, Eminem, les gars du Wu-Tang, aussi il y avait Necro avec qui je voulais collaborer, ça s'est presque fait, mais après je savais pas trop, enfin c'est un peu compliqué, mais voilà, mais ouais, plein de rappeurs américains de ouf, j'aimerais bien. Là en vrai, Lil Nas, j'adore aussi, l'univers est extra. Justement, c'est une nouvelle forme de provocation qui est géniale, en fait, où maintenant, on n'est plus dans le délire anarchie, thug, etc. Et en fait, ce qu'il fait, c'est 100 fois plus badass.
c'est 100 fois plus choquant que tous les rappeurs qui veulent essayer de choquer, en fait, finalement, quoi. Enfin, et finalement, c'est pas choquant, mais c'est drôle, quoi. Son clip avec le diable, c'est du génie, quoi. C'est énorme. Il y a des choses qui te choquent encore dans la musique, toi? Est-ce que c'est une partie importante, la provocation? Je pense que c'est important d'être subversif. Moi, je sais que quand les gens ils me disent tu préfères les vinyles ou les CD, j'aime bien dire que j'aime bien les CD. Parce que pareil, en tant que groupe indé, on s'attend que j'aime bien les vinyles. Donc, mais des fois, c'est stupide parce que justement, j'ai pas d'avis. Mais la provocation, c'est ça aussi. Des fois, c'est être subversif pour être subversif. Alors des fois, ça passe et des fois, ça casse. Et c'est vrai que des fois, il y en a, ils pensent pas forcément le truc, mais ils font de la provocation juste pour faire de la provocation. Si on doit parler des années 2010, je pense que t'as dit le mot, c'était indé. On prend la production indépendante des années 2000, on voit un cachet indépendant. On voit la production indépendante des années 2010, on ne voit pas ce cachet. On voit PNL, on voit Damso, on voit La Femme. C'est des groupes indépendants, mais qui travaillent comme des majors dans l'image, dans la distribution, dans la mise en marché, comme on dit. Non, c'est vrai, et indépendant, c'est le mot qui m'énerve le plus. Justement, c'est le genre de truc qui m'énerve, c'est les gens quand ils disent je suis indépendant, ou parce que personne n'est réellement indépendant, à part que ça veut dire que t'as pas signé avec une major, mais des fois, tu peux être quand même dépendant d'une major ou d'un gros distributeur ou d'une avance. On est dépendant des radios, on est dépendant des plateformes de streaming. On a des algorithmes à respecter parce que finalement, faut être gentil avec l'algorithme. Donc des fois, t'as ton distributeur digital qui peut te dire non, là, il faudrait faire une edit parce que la voix, elle commence au bout d'1 minute 30 et l'algorithme, il va pas kiffer. Et ce qui est malheureusement vrai. Donc en fait, on a des nouveaux des nouveaux ennemis permanents, des compromis, etc. Est-ce que les algorithmes et la façon dont ils pèsent sur la distribution de la musique et le lien entre l'artiste et l'auditeur, c'est une nouvelle mainmise sur la musique, pire que les radios l'étaient? Presque. C'est presque pire. Par contre, ça rebat les cartes, donc c'est assez ouf parce que du coup, c'est aussi neutre. En fait, c'est ça qui est bien aussi avec l'algorithme, c'est que certes, tu peux bien t'entendre avec les plateformes de streaming en tant qu'humain, ils peuvent te placer, mais c'est pas ça. Vraiment, c'est l'algorithme en fait qui va régler ça. Après, ça peut être pervers, mais ce qui est bien avec l'algorithme, c'est que ça peut faire remonter des vieux morceaux d'un coup du chapeau enfoui. Ça rebascule les cartes. Mais globalement, on évolue dans le même jeu, quoi. Mais en tout cas, voilà, être indépendant pour moi, un vrai indépendant, on sait pas ce que c'est, mais en tout cas quelqu'un qui est vraiment underground. Il joue avec un groupe électrogène dans un champ et il fait des démos, des trucs. Il a son propre site internet avec ses NFT en digital à la limite, tu vois. Pourquoi pas vendre sa musique en blockchain, tu vois. J'y ai pensé pour avoir des masters de qualité pas cher, mais être sur toutes ces plateformes là, etc. C'est pas ça, quoi, forcément. Le ska, c'est aussi quelque chose que vous explorez dans La Femme? Énormément, et en fait on essaye de revenir au ska et de relancer la 3e génération de ska, ou 4e peut-être, parce qu'il y a eu plusieurs générations de ska. Ça a commencé dans les années 60, après à Londres, après il y a eu la deuxième vague avec Madness, les Specials dans les années 70-80, après il y a eu le ska festif, le ska poète, le ska punk dans les années 2000, on se rappelle tous, et voilà, moi j'aimerais bien lancer un ska aussi pareil, plus électronique, parce que j'ai beaucoup écouté du ska, les compiles Trojan Records de Rocksteady, le reggae ancien, etc. C'est une super musique en fait qui donne de la joie, même je trouve aller voir des concerts de ska, c'est vachement bien, et ça nous manque, le ska. Marlon, est-ce que t'as déjà passé une journée sans musique? Oui, ça arrive, et d'ailleurs souvent j'aime bien ne pas écouter de la musique, genre par exemple quand je suis dans le taxi, avoir un truc silencieux, parce que j'en écoute tellement beaucoup via le travail que j'aime bien du coup les reposer mes oreilles, quoi. Et quand il y a eu cette pandémie, et quand on est un groupe comme La Femme qui fait énormément de concerts, dont les performances sont saluées pour le coup dans le monde entier, est-ce qu'on se remet en question? Pas vraiment, mais en tout cas je m'étais dit tiens, je sens qu'on va en avoir pour 2-3 ans, et peut-être on devrait pas sortir l'album de manière classique et juste le sortir sur internet et commencer à faire le suivant. Mais malheureusement c'était pas l'avis de tout le monde, donc on a joué le jeu, on a fait des tournées, mais c'est vrai que en tant que pandémie il faut savoir en fait basculer son cheval et se dire bon on peut pas tourner, on va travailler des clips, on va travailler des morceaux, on va travailler la suite, on peut faire des livres. Moi je me suis mis à faire du dessin animé, à explorer d'autres médias, le clip Foutre le bordel justement. Enfin voilà quoi, je pense que la pandémie c'est une chance pour rebattre les cartes et faire tout ce qu'on a repoussé. Donc c'était pas mal par rapport à ça, quoi. Et si demain on te donnait un budget colossal pour faire un clip, de quel clip à quoi tu voudrais que ça ressemble en fait?
Je pense que je ferai des trucs à notre façon, mais le rendu ce sera l'équivalent de Disney ou Star Wars, quoi. Ouais. Et ce sera des trucs voilà, comme ça, mais beaucoup plus beau, quoi. Je pense un peu comme le Dune de Jodorowsky qu'il voulait faire avec Dali, Krieger, etc. Tous ces gars-là. Et les Pink Floyd qui trouvaient trop commercial. Prendre les meilleurs dans tous les, prendre les meilleurs en tout cas dans chaque discipline, faire un truc de fou, carrément. C'est pour ça le côté lofi. C'est un moment, il y avait beaucoup dans les années 2010, justement, c'était un peu le règne de la musique lofi. Je fais de la musique lofi. Nous, à l'époque, on faisait de la musique lofi, entre guillemets, parce qu'on n'avait pas d'argent. Mais plus on a de moyens, et plus on va pouvoir faire des choses grandioses qui se rapprocheront le plus de notre univers, quoi. Et la musique au cinéma, est-ce que c'est quelque chose que vous allez explorer ? Oui, carrément. On fait beaucoup de musique de films qui ne sortent jamais pour des films, juste pour nous. Pour le jour où, en fait, on aura un super film à faire. On nous a déjà proposé, en fait, on fait beaucoup de synchro. Donc la synchro, c'est quand on prend un titre qui existe déjà pour des films ou des pubs. Donc ça, il se passe beaucoup. Mais quand on fait des musiques originales, nous, on a 2 critères. C'est soit on est face à un grand génie et ça va être fou, et dans ce cas, on va le faire, peu importe le budget. Soit sinon, il faut un grand budget, même si c'est nul. Comme ça nous permettra derrière, avec cet argent, de faire des super trucs comme des clips, etc. Donc pour l'instant, les 2 cas de figure se sont pas prononcés. Quand on nous a proposé, même si le budget était sympa, le truc allait pas. Là, c'était une comédie française à la con, comme on en voit tout le temps. Malheureusement, il y a beaucoup de déviance dans le cinéma français. Ils font tout le temps les mêmes recettes. On est assez fatigué de ça, et justement, on veut pas rentrer dans ce truc-là. Donc, pour nous, ce serait dramatique de faire un super thème de musique de film et qui serait oublié 1 an après parce que le film était pas assez bon. Donc voilà. Après, on a des grands rêves. C'est de composer pour Tarantino et Tim Burton, et ça fait 10 ans depuis le début du groupe. C'est l'un de nos rêves particuliers. Donc, celui qui nous met en contact avec Tarantino, on lui donne 10 ou 15%. Tarantino qui travaille avec Reza, là, du Wu-Tang, la boucle est bouclée, en fait, il travaille avec la femme. Non, ce serait génial. Nous, c'est vastement dans l'esprit, donc voilà, quoi. Mais moi, je pense qu'il a déjà écouté votre musique. Peut-être, hein, je suis passé dans ces cinémas à LA, lui apporter des vinyles, tout ça, je les ai laissés à la réception. On a vraiment essayé le truc depuis longtemps, et donc je pense qu'un jour ça arrivera. J'ai juste peur que le jour où ils se disent c'est trop bien, soit ils fassent plus de films, ou je sais pas quoi. Avant de se quitter, Marlon, qu'est-ce que je peux souhaiter à la femme pour 2022 ? Bonne année, bonne santé. C'est super. Croyez en vos rêves. Ouais, c'est ça. Croyez en vos rêves, la santé, et puis surtout la volonté, de réaliser ses rêves, parce que des fois, malheureusement, c'est cool d'être bien pensant, de dire allez, il faut être fort et faire des grandes phrases à l'américaine. Mais il y a un moment, on aime bien rester au lit, mater son téléphone, mater des films, rien faire. Et voilà, quoi. Des fois, c'est horrible. Il faut avoir la volonté de se dire allez, je me lève et j'y vais, quoi. J'attaque.